Notre prochaine session s'intitule L'expérience des futurs enseignants et enseignants de minorités dans les milieux de pratique. On va avoir 3 intervenants. Donc, ça va nous permettre de garder le temps malgré tout. On va garder la même structure, donc 20 minutes chaque présentation, puis après, on va avoir du coup assez de temps pour en discuter. Je vous propose de commencer tout de suite avec la première présentation de Dirk Jacobs de l'Université libre du Bruxelles. Je vais vous présenter quelques résultats d'une enquête en cours en Belgique francophone et je vais y distiller quelques éléments qui, à mon avis, sont pertinents pour la thématique qu'on souhaite discuter aujourd'hui, les attitudes, le fonctionnement, la présence des enseignants issus de l'immigration et la situation des futurs enseignants. Comme hier, je vais peut-être commencer inspiré par la démarche qui a été prise par Fabrice de commencer avec la conclusion pour être sûr et certain que j'ai passé ce message. Et la conclusion est, dans un premier temps, que parler d'enseignants issus de l'immigration dans le contexte belge francophone, c'est un peu problématique dans la mesure où ils sont très difficiles à retrouver. Et donc la question devient plutôt pourquoi est-ce que c'est le cas, quelles sont les solutions et quel est exactement le défi. Et pour parler de ceci, je vais vous montrer quelques résultats qui viennent d'une enquête, l'enquête EQUOP, qui est toujours en cours. C'est financé par le European Research Council. Et c'est une récolte de données qu'on a fait pendant l'année 2014-2015, en deuxième année de l'enseignement secondaire en Belgique francophone. C'est une enquête de vaste ampleur. Donc, on a pris un échantillon de 164 écoles. Ça constitue, c'est l'équivalent d'un tiers de la population de référence. De cet échantillon, finalement, 106 écoles ont participé. Et ça veut dire, au niveau de volume, que nous avons des données concernant plus que 12 000 élèves, 600 classes, 400 enseignants, mais ici, il s'agit uniquement d'enseignants en mathématiques. Donc ça, c'est déjà un focus qu'il faut avoir en tête, et je vais revenir là-dessus. Et ça concerne donc 106 écoles. Ce que nous avons pu faire, c'est, après de longues négociations, de faire un lien avec des tests standardisés, des épreuves nationales qui servent à décider si un élève peut avoir le diplôme à la fin de l'école primaire. Ça s'appelle le CEB. Et il y a un examen similaire qui s'appelle le CE1D, qui est un examen standardisé, c'est-à-dire que tous les élèves dans le système scolaire francophone reçoivent le même test et ils doivent le passer pour décider s'ils ont réussi l'année ou pas. Et donc, ce que nous avons fait, c'est nous avons fait un test de mathématiques et nous avons administré un questionnaire sociodémographique auprès de notre échantillon de 12 000 élèves au début de l'année, de la deuxième année secondaire. Nous avons couplé pour chaque individu les résultats, donc prior achievement, comme on dit en anglais, à la fin de l'école primaire, et on le lit également, le résultat sur les tests nationaux à la fin de la deuxième année, et ça permet de vérifier le progrès ou le manque de progrès des élèves pendant l'année. En plus, on a interrogé les directeurs d'école et les enseignants pour voir quel est leur profil, quelles sont leurs attitudes. Et l'objectif, en fait, c'est d'essayer de voir quel est l'impact de la ségrégation scolaire sur les performances des élèves et qu'est-ce qui explique les différences de résultats quand on compare différents types d'écoles et l'impact que ça a sur les élèves. Ici, ce slide que je vous montre, chaque point représente un élève
il y a un axis horizontal, ça c'est l'indice socio-économique. Et plus, je dois réfléchir maintenant quelle direction c'est pour vous, mais et je vais prendre distance du microphone pour un instant. Plus à gauche qu'un point se trouve plus pauvre sont les élèves, plus à droite qu'un point se trouve plus riche sont les élèves, et l'axis vertical c'est le score sur le test national, donc c'est le C1D qu'on a pris ici comme variable dépendante. Et on peut voir que ce n'est pas un nuage de points horizontal, plate, mais qui a une inclinaison très claire. Donc les élèves qui sont issus de familles plus favorisées ont tendance à avoir des résultats plus élevés. On pourrait dire, on sait ça, et ça va de soi, et ça correspond à ce qu'on connaît de la littérature, et Bourdieu, Boudon, vous connaissez tous la littérature, mais je souhaite quand même signaler que moi je trouve pas ça normal, même si on le sait depuis très longtemps, je le trouve pas normal, et je le trouve pas normal non plus si on fait la comparaison avec d'autres pays. Et là, les épreuves PISA, TIMSS, PIRLS nous donnent la possibilité d'évaluer l'impact de la position socio-économique sur les performances des élèves. Est-ce que c'est de même ampleur dans les différents pays? Et la réponse est non. Et là, la Belgique francophone semble, avec la Belgique flamande et la France, sont les pays dans le monde industrialisé où la valeur prédictive de la position socio-économique des élèves est le plus élevée pour pouvoir deviner quel sera le résultat des élèves. Donc là, nous avons un problème sérieux, et c'est qu'à l'aide d'enquêtes internationales comparatives qu'on sait mettre ceci à la lumière. Donc dans notre enquête, 16% de la variance est expliquée par la position socio-économique. Dans les enquêtes PISA, c'est environ 20%. 16%, ça peut dire si j'ai aucune information sur un élève, mais uniquement, est-ce qu'il s'agit d'un enfant d'un milieu favorisé ou défavorisé? Les différences en termes de performance, 16%, je sais expliquer. C'est quand même énorme. C'est la seule information que nous avons sur l'élève. Je vous signale qu'il y a une tendance claire qui est présente, que dans plein d'autres pays. Malheureusement, je ne connais pas les données par cœur pour tous les pays, donc je ne sais pas évaluer où se trouve le Québec, par exemple. Mais dans les pays nordiques en Europe, par exemple, la Suisse, quand même, a également un résultat assez convenable si on regarde de point de vue comparatif. La tendance est moins présente. Bon, je passe au slide suivant, où ici, tous les points représentent pas des élèves, mais des écoles. Et de nouveau, il y a un indice socio-économique sur l'axis horizontal. Donc plus à gauche, là, il y a une concentration d'élèves défavorisés. Plus à droite, il y a une concentration d'élèves favorisés. Et au milieu, correspondant à le résultat 0, c'est ou bien une école où tous les élèves sont issus de la classe moyenne, où il y a une mixité sociale de toutes les origines socio-économiques, si on peut le formuler de cette façon. Et donc on voit la même tendance que dans des écoles qui ont un public plus favorisé, en moyenne, les résultats sont plus élevés. Bon, tout l'exercice pertinent devient maintenant d'isoler qu'est-ce qu'est l'impact, si on regarde cette graphique, quel est l'impact de la position individuelle de l'élève, et quel est l'impact des caractéristiques de l'école dans laquelle on se trouve. Et il y a deux tendances qui sont pertinentes ici à voir. Ce qui saute aux yeux, c'est bien entendu que des écoles qui ont un public plus défavorisé, qui ont des résultats plus élevés. Mais il ne faut pas uniquement regarder ça. Il faut également isoler le groupe des écoles qui ont un public défavorisés ou le groupe des écoles qui ont un public favorisé et observer qu'il y a quand même des variances assez importantes. Une école qui, de point de vue sociologique, a exactement la même composition, qu'une a des résultats assez faibles et une autre a en fait des résultats qui sont quasi pas excellents. Et qu'il y a cette variation partout et qu'elle se prononce plutôt dans le zone où on parle d'un public défavorisé. Et donc l'enjeu de mon projet, c'est d'essayer
d'un côté, de voir quel est l'impact de la ségrégation scolaire, mais d'autre côté également, qu'est-ce qui explique la différence en termes de performance entre ces écoles. Et une des hypothèses de travail qui n'est que partiellement confirmée, mais bon, je vais revenir là-dessus dans un instant, c'est que ce qui explique la différence entre ces cas extrêmes est en lien avec les caractéristiques de l'équipe d'enseignants. Et là, nous vérifions plusieurs hypothèses. Une, quelle est l'attitude des enseignants par idée d'éducabilité, comment est-ce qu'ils voient ça, intelligence, quelles sont leurs attitudes, attitudes vis-à-vis le multiculturalisme, est-ce qu'il y a des variations, mais également le profil et les caractéristiques des enseignants. Et en ajoutant à ça, essayons de faire le lien entre les caractéristiques des enseignants et leurs attitudes. Et ce qu'il y a une problématique spécifique, c'est qu'on constate que dans les écoles où il y a un public plus défavorisé, qu'il y a des équipes d'enseignants qui sont moins solides, c'est-à-dire où il y a le turnover est plus élevé, où il y a plein de jeunes enseignants, étudiants qui commencent leur carrière, mais ou bien quittent l'enseignement. La moitié des jeunes enseignants quittent le métier dans les 5 premières années. Et s'ils restent dans le système scolaire, souvent, dès qu'ils ont la possibilité, ils changent d'école vers une école où il y a d'autres types de défis, pour ne pas dire moins de défis. Et comme résultat un peu pervers, ça a comme conséquence que on a plein de jeunes enseignants motivés qui commencent dans les quartiers, dans les écoles où c'est important d'avoir des jeunes enseignants et des enseignants plus âgés qui sont très motivés, mais ils n'y restent pas. Et qu'en fait, les équipes les plus solides, les plus expérimentées, où la direction a également le marge de manœuvre de développer une politique à plus long terme, qui se trouvent dans les écoles où il y a moins de défis. Et la phrase que je dis chaque fois, bien entendu, pour chaque enfant, c'est important d'avoir les meilleurs enseignants, blablabla. Bla bla, mais on constate que dans les faits, actuellement, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Et c'est même institutionnellement renforcé dans le système belge francophone, en tout cas en ce qui concerne l'enseignement officiel, qu'une fois qu'on a la nomination, donc un contrat fixe, disons, qu'on a priorité dans le choix des écoles. Et on ne peut pas jeter des pierres à des enseignants s'ils choisissent aller travailler dans une école qui se trouve plus proche où ils habitent, où ils font l'évaluation qu'il y a moins de défis, ils gagnent le même volume d'argent. Je sais bien, on n'est pas dans l'enseignement pour l'aspect pécunier, mais ça joue un rôle. Et être dans une équipe dans une école où il y a beaucoup de défis, c'est très valorisant, mais ça use également. Ça use et on ne doit pas faire semblant comme si ce n'est pas le cas. Donc il faut pouvoir compenser. Le temps passe. Je ne vais pas aller dans les détails techniques. Sans doute c'est un test de vision pour vous maintenant. Vous ne pouvez pas lire en tout cas les coefficients. Mais pour faire bref, ce qu'on sait démontrer, c'est que, indépendamment des caractéristiques des élèves, il y a un impact supplémentaire des caractéristiques de l'école dans laquelle on se trouve. Et mon collègue Julien Danier, qui vient de défendre sa thèse de doctorat sur cette thématique il y a quelques mois, avait utilisé comme titre pour sa thèse Little Matthew suffers from a double handicap. Donc il a eu malchance d'être né dans une famille défavorisée et ensuite, de façon supplémentaire, il a malchance de se trouver dans une école qui n'offre pas toutes les possibilités de pouvoir avancer. Et en Belgique, on a cette mauvaise habitude, et je suppose que c'est le cas également dans pas mal d'autres pays, mais on a cette mauvaise habitude de même, sans
vraiment y réfléchir, de parler de bonnes et de mauvaises écoles, tandis que, et alors de dire, ces élèves défavorisés, et souvent, pour revenir sur ce que j'ai essayé d'expliquer hier, souvent il s'agit d'élèves issus de l'immigration, ils se trouvent plus souvent dans des mauvaises écoles, et en Belgique francophone, on a une expression horrible à ce niveau, on parle d'école poubelle. Tandis, quand on y réfléchit, je suis sûr que vous êtes tous d'accord avec moi là-dessus, mais dans le débat public, ce n'est pas forcément le cas. Il n'y a qu'une solution avec une mauvaise école, on la ferme. Parce que c'est inacceptable de réfléchir de cette façon. Donc il s'agit d'un double défi, donc, ou bien d'assurer qu'il y a deux solutions en principe. On connaît ce phénomène de mixité sociale, de manque de mixité sociale, de ségrégation depuis plus que 30 ans, ou bien on impose la mixité sociale partout, busing, ou comme en Finlande, où ce n'est pas les parents qui peuvent choisir, mais l'État vous désigne une école. Je fais un peu un raccourci, mais en gros, ça c'est la philosophie de base. Ou bien on assure que les équipes les plus fortes se trouvent dans les écoles où les défis sont les plus importants. Et je pèse mes mots, je ne parle pas des meilleurs enseignants, je parle bel et bien d'équipes fortes. Parce que je pense qu'il faut commencer également du postulat que quand on travaille dans des circonstances où il y a plein de défis et plein de difficultés, que tu vas te heurter à un moment donné à un mur. Et que ce n'est pas une responsabilité individuelle des enseignants. Et donc je suis très dubitatif sur les démarches qu'on fait en Angleterre ou aux États-Unis de vouloir mesurer la valeur ajoutée d'enseignants et les rémunérer plus s'ils ont des résultats plus élevés. C'est intenable à long terme. Ce qui est tenable à long terme, c'est réfléchir en termes d'équipe. Et là, et j'arrive à la thématique. Je sais que j'ai que 4 minutes, mais je vais vraiment en parler un moment. Là, un des constats dans le chef des élèves qui se trouvent dans les écoles qui combinent beaucoup de défis, c'est qu'ils ne se reconnaissent pas non plus dans l'attitude des enseignants vis-à-vis eux, et qu'il y a une culture de futilité qui s'installe où on développe une attitude que l'école, c'est pas pour moi, ou ça sert à rien, ou en tout cas, et même les profs le confirment parce qu'ils s'intéressent surtout à la sélection et certains véhiculent des pensées en ce qui concerne les problèmes liés à la diversité ou une vision d'intelligence assez limitée, que c'est comme si c'est l'enseignement, c'est un montgolfière. Si tu ne peux pas suivre, tant pis. On doit jeter le ballast et on doit orienter vous vers d'autres écoles. Et je pense que là, au niveau de... je parle dans l'attente des résultats finaux de l'enquête, qu'un des éléments clés également, c'est de pouvoir avoir une reconnaissance ou d'affinité avec l'équipe d'enseignants, se reconnaître à ce niveau. Et là, si on vérifie dans mes données, qui sont quand même représentatives, c'est le moins qu'on peut dire, ça se focalise uniquement sur les enseignants de maths, c'est vrai, c'est une limitation, mais il n'y a pas d'enseignants issus de l'immigration. Donc vous pouvez voir ici dans mes données, il y a 10 qui sont issus du Maroc. On peut dire, OK, là, on a juste regardé pays de naissance de père et de mère. Il y a une deuxième génération, la troisième génération. Et c'est un indice indirect. Mais si on regarde, par exemple, la confession, là également, il n'y a que 10 personnes qui s'identifient au islam. Et à l'heure actuelle, les seuls enseignants dans plein d'écoles à Bruxelles, région capitale par exemple, où les élèves se reconnaissent plus ou moins avec une affinité culturelle, religieuse avec leurs enseignants, c'est ceux qui donnent les cours de religion, mais pas les autres enseignants. Et là, il y a une sorte de
de auto-sélection dans le chef des futurs enseignants, qu'il y a les étudiants qui sont talentueux à l'université et qui sont issus de l'immigration, issus de milieux défavorisés, et quand ils optent pour les STEM, donc mathématiques, physique, etc., c'est pour aller dans les secteurs durs, pour gagner de l'argent, pour s'assurer une mobilité sociale. Ils n'optent pas pour l'enseignement. Et ceux qui optent pour l'enseignement, malheureusement, sont en grand nombre. Tout le défi, c'est de pouvoir décrocher d'abord le diplôme comme enseignant, ce qui est un problème assez sérieux. Et s'ils le décrochent, ils ne restent pas dans le système scolaire. Ils sont surreprésentés dans ce groupe d'enseignants qui quittent le métier. Donc le défi, je sais, mon temps est fini, le défi, c'est comment attirer ce profil des enseignants dans notre système d'enseignement. Et on pourrait dire, oui, mais ce n'est pas un problème. Il y a quand même tous les autres qui peuvent également développer des affinités et qui peuvent se considérer comme similaires et ouverts et faire un effort. Mais là, je termine, je sais, juste 30 secondes encore, on a posé la même question à 2 reprises dans le temps aux mêmes enseignants. Au début de l'année, une grande partie disent « Oui, j'ai une affinité avec social » et on a la question également ethnique, je ne sais pas ce qui est affiché maintenant ici. On a une affinité assez forte avec nos élèves. Mais à la fin de l'année, ce n'est plus le cas. Là, ils se positionnent oui, il y a quand même moins d'affinité. Et ce sont des problèmes, des soucis qu'on ne doit pas balayer en dessous du tapis. C'est une réalité de non-correspondance des références culturelles, identitaires et vécu quotidien qui n'est pas présent dans la vie de l'école. Là, mon temps est passé, donc je vais m'arrêter là. Merci pour votre attention. Donc, je vous présente maintenant à Julie Laroche-Laudet, que tout le monde connaît, n'est-ce pas, Julie? Et, hop, voilà. Et Joël Morissette, qui vont nous présenter la prochaine communication, qui est l'apport d'une conception critique et interactionniste de l'intégration socio-professionnelle des enseignants formés à l'étranger. J'ai l'impression de faire une communication avec une vedette. Alors, bonjour tout le monde. Je suis responsable du groupe 5 qui a été créé par le Centre d'intervention pédagogique en contexte de diversité, piloté par... Donc, créé par la CSMB pour rapprocher des acteurs du monde universitaire et des gens des milieux professionnels également autour de certaines questions. Et Julie est membre de ce groupe-là. Et nous avons une préoccupation dans ce groupe, en particulier pour l'intégration socio-professionnelle des enseignants formés à l'étranger. Vous allez m'entendre dire EFE. C'est pas très joli, mais ça va aller plus vite. Ou formés hors Québec, disons. Et on vient vous présenter donc un propos autour de cette question-là à partir donc d'une conception critique et interactionniste. Julie va brosser un portrait de la recherche récente sur cette question de leur intégration. Et pour ma part, je vais plutôt vous parler de 2 recherches que j'ai menées récemment sur cette même question. On va essayer de montrer l'intérêt, qu'est-ce qu'on a réussi à comprendre avec la conception que nous portons. Et Julie va nous laisser sur des questions, des pistes de réflexion. OK. Donc, on va commencer avec une recension critique des écrits récents. Peut-être vous préciser d'entrée de jeu, donc, que pour la recension, je me suis vraiment limitée au thème qui est ici, l'intégration socio-professionnelle des enseignants formés à l'étranger et immigrants. Donc, je vais vous préciser tout ça avec la caractéristique des écrits, mais c'est important de bien saisir que c'est un portrait qui est limité vraiment à une question précise ici. La dimension critique, bon, que j'aurais peut-être dû mettre en guillemets parce que je n'irai pas très loin dans cette dimension-là, ça va se limiter plutôt à commenter les écrits, à les questionner aussi, pour voir qu'est-ce qu'on met de l'avant dans les écrits, puis qu'est-ce qui reste peut-être dans l'ombre dans ces écrits-là.
Donc, je me limite, comme je vous le disais, à une vague d'écrits qui est assez récente, qui se situe principalement au Québec et au Canada francophone, où on traite spécifiquement de la question, justement, de l'intégration en milieu scolaire des enseignants immigrantes. Donc, ça peut être des enseignants formés à l'étranger, qui ont acquis leur qualification à l'étranger. Peut-être qu'ici, on aurait besoin d'une petite précision pour le contexte européen versus québécois. Donc, les enseignants formés à l'étranger peuvent pratiquer au Québec. Donc, ils doivent faire reconnaître leur diplôme, obtenir un permis qui est conditionnel, donc à la réussite d'un examen de français, également d'un certificat de sécurité, si vous voulez. Ensuite, il faut qu'ils fassent certaines expériences en milieu scolaire pour finalement obtenir possiblement un brevet. Donc, voilà les précisions peut-être plus contextuelles. Donc, la recension porte sur ces enseignants-là, également sur leur expérience en formation ou en stage. Les méthodologies sont assez similaires dans les recherches analysées, donc ça se centre beaucoup sur des entrevues auprès de ces enseignants-là, sur principalement leur perception, leur conception ou leurs expériences. Donc, c'est justement un des prismes de cette recherche-là qui est vraiment basé sur une perspective plutôt individualisante de l'expérience. Donc, je vais vous présenter les principaux constats. On analyse beaucoup dans la littérature les conceptions et les représentations des enseignants immigrants. Ça, c'est les mots qu'on utilise dans la recherche. Donc, on parle de conceptions qui sont traditionnelles, éloignées, voire même en opposition avec celles valorisées dans le pays d'immigration. Donc, on insiste sur cette dimension-là. On parle souvent d'un maître autoritaire qui impose le respect aux élèves, à leurs parents, comme à la communauté. Donc, on sort aussi du cadre spécifique de l'école. On va même parler donc de valeurs dans la société qui ne sont pas nécessairement partagées par ces enseignants-là. On parle aussi d'enseignants qui mettraient de l'avant plutôt un paradigme de l'enseignement, donc plutôt basé sur la transmission des connaissances plutôt que sur un paradigme de l'apprentissage. Donc, commentaire critique ici, ça amènerait peut-être à se poser des questions sur ce que Fanny Gallo parlait plutôt d'un modèle de personnel qui serait conforme ou d'enseignants conformes. Donc, à quoi on compare ici? De qui on parle aussi? Parce qu'il y a beaucoup de discours qu'on peut percevoir dans ce que dit la recherche ici, qui ne sont pas nécessairement rendus explicites. Mais bon, voilà, on pourrait se poser des questions ici là-dessus. Quand on regarde les difficultés, les défis et les enjeux qui sont relatifs à leur intégration, donc beaucoup, ce qu'on met de l'avant, ça revient un peu à ce qu'on vient de voir dans les conceptions prédominantes, ce qu'on attribue à ces enseignants-là, c'est donc de s'approprier les façons de faire du nouveau contexte. On insiste beaucoup dans la littérature sur la gestion de classe, le rapport avec les élèves, les approches pédagogiques particulières, la différenciation pédagogique. On parle aussi des codes culturels, de la culture implicite. Donc, c'est des thèmes qui reviennent fréquemment. On parle des contenus à faire apprendre, bien entendu. Donc, c'est des gens qui doivent s'approprier un nouveau programme, par exemple, étant donné qu'ils sont formés à l'étranger, quand on parle vraiment des gens formés à l'étranger. On met beaucoup de l'avant aussi la maîtrise de la langue d'enseignement, vocabulaire et aussi l'accent. C'est quelque chose qui ressort beaucoup dans les écrits. Quand on parle du parcours migratoire, on évoque donc la précarité financière au moment de l'arrivée, la perte de statut, l'isolement social, puis aussi les démarches qui sont liées à l'obtention du permis d'enseigner. On parle également des responsabilités familiales, étant donné que souvent, c'est des gens qui vont immigrer à un âge plus avancé que leurs collègues enseignants. On parle aussi de tensions identitaires pré-post-migratoires, puis bien entendu de la perte de repères, puis de la diminution de la confiance en soi. Ici, juste, j'ai mis en vert, dans le fond, ce que je veux faire ressortir ici avec peut-être un petit commentaire plus critique, c'est que ce qui ressort ici, c'est également des difficultés qui apparaissent dans la littérature portant plus largement sur l'insertion professionnelle de tous les enseignants. Donc, on voit qu'il y a des difficultés qui sont souvent communes, mais dans les écrits, on ne met pas souvent en dialogue les écrits qui portent sur l'insertion professionnelle de manière large et celle qui est spécifique aux enseignants immigrants. Donc là, on pourrait aussi critiquer le prisme dans lequel la recherche est menée, mais donc c'est un commentaire à se rappeler. Les autres constats dominants sont les stratégies et les facteurs qui facilitent l'intégration. Donc, on parle beaucoup, donc, dans le fond, pour s'adapter, pour que l'enseignant immigrant s'adapte à son nouveau milieu. On parle beaucoup de l'engagement individuel, d'être proactif, d'avoir des aptitudes, des certaines qualités. On va parler d'ouverture de soi, autoréflexion, la flexibilité. Donc, il y en a détermination, aptitude en communication. Donc, toutes des qualités internes, intrinsèques. On est beaucoup dans ce que l'enseignant doit amener lui-même.
On parle aussi de la construction d'une identité professionnelle adaptée. Au niveau plus structurel, là, on parle ici de l'obtention d'un poste permanent, donc c'est un élément dont on parle dans la littérature. Également, on parle d'accompagnement formel ou informel dans le milieu scolaire et de formation, incluant les stages, donc l'aide que va avoir l'enseignant, parce que Joël va parler un petit peu après. Puis également les rapports positifs à l'école, donc les rapports plutôt interpersonnels avec les autres acteurs du milieu scolaire. Puis un élément qui ressort aussi, c'est la présence d'autres enseignants immigrants, immigrantes dans l'école. Également, si on regarde ici, la majorité des stratégies sont des stratégies qui sont également évoquées dans la littérature portant sur l'insertion professionnelle ou l'intégration socio-professionnelle de l'ensemble des immigrants. Donc, ce n'est pas nécessairement des stratégies qui vont être propres à ces enseignants-là, à part la présence d'autres enseignants immigrants dans l'école. Donc voilà, seulement juste pour, avant de passer la parole à Joël, seulement donc mentionner qu'il y a un prisme quand même qui ressort dans la littérature qui est vraiment axé sur l'individu et son adaptation au nouveau milieu scolaire. On regarde peu le rôle des autres acteurs dans l'école, puis Joël va pouvoir nous entretenir un petit peu là-dessus. C'est donc pour ça qu'on a adopté cette perspective sur l'intégration qui repose, en fait, la conception de l'intégration qu'on adopte, c'est celle d'un processus interactif de socialisation. Alors, c'est un peu sous cet angle-là qu'on a conduit nos recherches. D'abord, une première recherche menée en 2014-2015. Comme on s'était jusqu'ici beaucoup attardé au point de vue des enseignants formés à l'étranger eux-mêmes, on est allé interroger des acteurs du monde universitaire et du monde professionnel qui s'occupent de près ou de loin de leur intégration. Donc, de ces entretiens-là, on a dégagé différents éléments intéressants, mais notamment leur stratégie de médiation auprès de ces enseignants-là. Dans une autre recherche qui n'est pas tout à fait terminée, que je mène en collaboration avec Didier Demazière, qui est à Sciences Po Paris, on a interrogé, et là c'est important de le comprendre, des enseignants formés à l'étranger, mais qui viennent principalement du Maghreb. Je le dis parce que c'est pas uniforme, hein, les enseignants formés à l'étranger, il y a plusieurs groupes, sous-groupes, alors, mais les nôtres venaient principalement du Maghreb, et donc on les a vus en entretien biographique individuel, mais aussi en entretien de groupe, de même que certains de leurs partenaires professionnels. Alors, les éducateurs spécialisés, les conseillers pédagogiques, les directions d'école, les parents d'élèves. Donc, on a essayé d'investir une bonne partie de leur écologie professionnelle. Et ce qu'on cherchait à voir un peu, c'est comment ils se sont ajustés, mais en maintenant une focale sur les interactions entre eux et les communautés professionnelles d'accueil, parce que pour nous, l'intégration, comme je l'ai dit, c'est très interactif. Notre levier méthodologique en situation d'entretien, c'était celui de la comparaison. Alors, en leur faisant décrire leurs expériences antérieures dans leur pays d'origine, émergeaient différentes dimensions qu'on pouvait analyser collectivement en situation d'entretien de groupe. Après, ça a été très, très intéressant comme ficelle méthodologique. Et l'entrée analytique, ça a été deux choses. D'une part, les étonnements des enseignants formés à l'étranger quand ils font leur premier pas dans les écoles québécoises, qui nous donnaient des indications sur qu'est-ce qu'il y a dans leur manière de faire, dans leur conception, qui, dans ce contexte, dans les écoles ici, ne se révèle plus opératoire. Il y a Liliane Portelance ce matin qui parlait de savoir expérientiel. Donc, leur savoir expérientiel, certains de leur savoir expérientiel ne se sont pas révélés opératoires ici. Alors, donc, on regardait leurs étonnements, mais également les réactions de leur entourage professionnel. Et c'est un peu est-ce que c'est la bonne? Oui. C'est un peu comme ça qu'on a choisi de présenter quelques résultats de recherche, c'est-à-dire par groupe d'acteurs qui sont en fait des agents socialisateurs. On pourrait le voir comme ça. Alors, première surprise, je ne sais pas si c'en est une, mais les pairs enseignants n'entrent pas en interaction avec les enseignants formés à l'étranger sur le plan des manières d'enseigner. Différentes hypothèses qui ressortent des enquêtes qu'on a conduites. Par exemple, lui a une expertise, il a été formé, alors moi, j'ai pas besoin de m'en mêler. Et inversement, je vais surtout pas aller voir mes collègues pour voir comment on fait ici, parce que peut-être qu'on va me penser incompétent ou bon. Donc, ils se parlent pas vraiment d'enseignement.
Cependant, les pairs interagissent avec les enseignants en forme à l'étranger ou les socialisent à des activités qui n'ont rien à voir avec la formation d'enseignants, des activités à caractère social et récréatif. Par exemple, c'est très important de s'impliquer, d'être là à l'heure du lunch. Les EFE qui ne l'ont pas fait d'emblée ont été très marginalisés dans les écoles. C'est important d'être au 5 à 7, d'être à la fête autour de Noël. Vous voyez, c'est ce genre d'activités-là. Ils sont socialisés à ce type d'activité. Maintenant, les élèves et les parents. Alors ça, c'est très intéressant. Alors, ce sont des profanes, ce ne sont pas des professionnels, et pourtant, ce sont les agents socialisateurs les plus actifs, les plus réactifs et dont l'action est le plus efficace en termes de socialisation. Et ce, au travers de sanctions, principalement. C'est-à-dire que quand, par exemple, les élèves n'obtiennent pas, ici, les élèves sont très demandeurs d'une relation personnalisée à leur enseignant. Ils veulent faire des selfies avec eux, ils veulent savoir ce qu'ils ont fait la fin de semaine, ils veulent vraiment une relation familière, personnalisée, ils veulent qu'on s'intéresse à eux à titre d'individu. Les enseignants formés à l'étranger qui ont vécu des relations plutôt distantes parce que dans leur façon de voir les choses, l'enseignant est un professionnel qui maintient une sorte de distance, même de sérieux. On s'interdit de sourire, par exemple. Alors, certains nous l'ont dit. Donc, sont vraiment faire un selfie, c'est vraiment curieux pour eux. Donc, et donc, quand ils résistent à ça, le groupe classe désorganise, et même les enseignants formés à l'étranger nous ont dit « j'ai pas pu enseigner le premier mois, j'ai pas pu enseigner », tellement les élèves étaient perturbateurs dans la classe. Et quand, justement, ça traîne, entre guillemets, trop en longueur, là, c'est l'entrée en scène des parents. Parce que les enfants se plaignent de l'approche, de l'attitude de l'enseignant qui n'est pas assez personnalisée. Les parents demandent audience auprès de l'enseignant pour dire, bien, votre approche, madame, monsieur, bon, vous n'êtes pas assez familière, vous êtes pas assez près des enfants. Bon. Et quand ça ne fonctionne pas, les parents vont à la direction. Et là, c'est, bien sûr, c'est très, très efficace en termes de sanctions pour les enseignants qui vont rapidement s'aligner sur développer cette espèce de relation personnalisée parce qu'on ne veut surtout pas que la direction soit interpellée. Goffman, tu connais bien Goffman, Sivan dirait il y a des stratégies de protection de la face, donc ils veulent bien paraître aux yeux de leur hiérarchie, puis ça se comprend. Donc, deux agents socialisateurs très, très importants. La direction d'établissement, je viens d'en parler. Alors, elle, souvent, dans le cadre de ses supervisions pédagogiques, elle se met au service de l'enseignant formé à l'étranger. Bon, quelles sont tes difficultés? On va mettre en place quelque chose pour t'aider. Mais là, elle se heurte aux rapports verticaux qu'ils ont beaucoup connus dans leur pays d'origine, où ils n'allaient surtout pas faire part de leurs difficultés à la direction d'établissement. Alors que la direction ici, c'est même se mettre en posture de développement professionnel, réfléchir à ses pratiques, tenter toujours de s'améliorer. Là, c'est constant ici au Québec, c'est dans l'ambiance. Et eux, dans leur pays, une fois qu'on a la formation, qu'on a le diplôme, on n'a pas besoin de suivre d'autres formations et tout ça. Donc, ils n'ont pas vraiment l'habitude de mettre sur la table des difficultés. Donc, la direction ici a du mal, à cause de ces rapports verticaux, entre autres, et va contourner cette difficulté en interpellant souvent un conseiller pédagogique. Mais là encore, le conseiller pédagogique, quand il demande à rencontrer l'enseignant formé à l'étranger, se heurte à une autre problématique. Il est associé à l'inspecteur qu'ils ont connu dans leur pays d'origine qui avait un pouvoir de vie ou de mort sur leur carrière professionnelle. Donc, encore là, une difficulté dans la socialisation. Notre étonnement le plus grand, ça a été par rapport aux acteurs périphériques. La secrétaire et le concierge sont les personnes qui initient les enseignants à tous ces petits détails du quotidien, qui interpeller, pourquoi, comment faire telle chose, où, quand, comment. Donc, tout ce qui
permet de fonctionner au quotidien. Et c'est même dans une sorte de sagesse populaire, là, cette idée-là est même véhiculée dans une sagesse populaire. Dans les commissions scolaires, il y a des journées d'insertion professionnelle et on leur dit « Faites-vous amis avec le concierge et la secrétaire ». Puis c'est vrai qu'eux prennent le temps de les socialiser à toutes sortes de choses. Par exemple, les EFE vont comprendre au Québec comment on est... le boulot d'enseignant est très administratif, il faut tout noter, principalement quand on fait des interventions auprès des enfants en difficulté. Bon, ils vont apprendre ça avec eux. Il faut faire de la surveillance en dehors de la classe, même sur la cour de récréation. Ils n'ont jamais fait ça dans leur pays d'origine parce que c'était relégué à d'autres personnes. Bon, alors, gestion du matériel, etc., etc. Donc, des acteurs très importants dans leur socialisation. Alors, rapidement, pour terminer, pour que Julie aussi ait son 2 minutes à la toute fin, juste mettre en relief quelques éléments intéressants de cette perspective critique et interactionniste. En fait, ça nous a permis de mieux comprendre l'organisation du travail dans les écoles en relation avec la socialisation des enseignants formés à l'étranger, puis je dirais même pour les novices aussi, là, parce qu'il y a plusieurs, comme Julie l'a dit, plusieurs éléments communs. Et donc, de voir tout le réseau d'interdépendance et puis le rôle différencié joué par différents acteurs. Mais ça a aussi mis en relief, et c'est ça ce qui est intéressant, parce que dans la recherche jusqu'ici, on a beaucoup gommé les normes et valorisations de la société d'accueil, des milieux d'accueil. Alors, donc, on a beaucoup mis en relief dans le cadre de ces recherches-là les revendications, les aspirations, les demandes, les conventions implicites qui sont dans les milieux dans lesquels les enseignants formés à l'étranger essaient de s'insérer. Et donc, leurs défis doivent toujours être mis en relation avec ces demandes, aspirations, attentes. Par exemple, les attentes des élèves d'une relation plus personnalisée, comme j'en ai parlé. Puis enfin, je dirais que ce qui est intéressant, c'est qu'on pense que dans cette mobilité professionnelle des enseignants formés à l'étranger, la marche n'est pas si haute parce qu'on fait le même métier ailleurs. Il faudrait nuancer parce que dans le fond, ça demande même une redéfinition du métier. Ils doivent réapprendre à définir les situations de travail autrement, avec d'autres valorisations, d'autres normes. Et la recherche a aussi pointé que cette redéfinition du métier se fait dans le sens d'un élargissement des frontières symboliques du métier. Je donne 2 exemples. Les EFE finissent par comprendre qu'enseigner au Québec, c'est socialiser avec ses pairs, ce qu'ils ne faisaient à peu près pas dans leur pays d'origine. Également, un autre élément d'élargissement, ils comprennent qu'être enseignant au Québec, ce n'est pas juste être enseignant dans sa classe, c'est être enseignant dans le corridor, c'est être enseignant sur la cour de récréation. Donc, c'est vraiment un élargissement des frontières que notre perspective nous a permis d'appréhender. Donc, rapidement, pour conclure, on a essayé de formuler des questions, peut-être pour ouvrir un peu après la discussion avec vous et avec nos collègues ici. Donc, la première question qui découle vraiment de ce que Joël vient de nous présenter avec les recherches mises dans une perspective interactionniste, c'est comment œuvrer afin que les agents de socialisation dont on a parlé entrent en scène ou interviennent seulement quand il y a un écart à la norme, finalement. Donc, ou une transgression de normes professionnelles, de conventions. Comment on peut éviter que ce soit seulement à ce moment-là, finalement, qu'il y ait une interaction, un rôle de la part des autres acteurs de l'école et même des acteurs en dehors de l'école? Ça peut être donc lors de la formation universitaire, puis aussi lors des premières expériences de travail ou des stages à l'école, donc en tant que tel. Également, une autre question qui est peut-être plus une question qui vient de la recension critique, c'est quelle est la place laissée et le rôle qu'on attribue à ces enseignants-là dans le milieu scolaire? Est-ce qu'il faudrait pas aussi interroger le poids des stéréotypes, le poids des discours sur l'immigration qui sont véhiculés plus largement au sein de la société actuellement, puis peut-être aussi donc interroger les rapports de pouvoir, puis aller voir d'autres dimensions. Par exemple, on pourrait regarder c'est quoi la situation pour les enseignants de groupes racisés, donc pas seulement aussi les enseignants qui sont immigrants, d'aller voir d'autres groupes minoritaires qu'on n'aura pas pu aborder ici aujourd'hui. Je vous présente maintenant notre troisième et dernière présentation pour cette session. Donc, une présentation suisse de Nilima Changakotti, j'ai failli le dire, et Marianne Broyon, un parcours d'enseignants issus de la diversité culturelle en Suisse. Merci.
Bon, nous allons aborder donc le contexte suisse. Vous verrez qu'il est quand même très différent, puisque nous allons parler d'une population qui finalement n'a pas tout à fait les mêmes caractéristiques que les enseignants issus de la migration au Canada. Mais c'est bien parce qu'on va pouvoir faire le lien comme ça. Oui, passer celle-là. Voilà. Donc, on va aborder quelques éléments contextuels, puis vous parler en fait de l'échantillon de nos recherches, pour vous donner un peu d'indices par rapport à ça. Et après, nous vous parlerons des expériences pendant les stages et pendant l'insertion. Alors, oui, on ne sait pas très bien, c'est déstabilisant. Oui, c'est juste un peu déstabilisant, parce qu'on en a deux en même temps. Alors en fait, en Suisse, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant longtemps, les enseignants qui n'étaient pas nationaux n'avaient pas le droit d'enseigner donc dans le système éducatif suisse. Il y a à peu près une quinzaine d'années, un peu plus, qu'ils ont le droit de le faire. Pour vous donner une idée, moi, quand j'ai commencé à enseigner dans la haute école pédagogique du Valais, il y a 15 ans, eh bien, il y avait une enseignante qui était issue de la diversité, c'est tout. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y en a beaucoup plus et il y en a de plus en plus. Pourquoi ? Parce qu'arrivent sur le marché du travail des jeunes qui sont issus des pays de l'ex-Yougoslavie et qui intègrent aussi beaucoup la formation. Mais il n'y a pas que. Il y a beaucoup de jeunes qui sont issus finalement de presque tous les pays de la migration importants qui sont présents dans la formation actuellement. Je dirais proportionnellement une vingtaine de pourcents, ce qui est quand même pas mal. Chez nous, donc, tous les enseignants qui sont passés, sont pas des enseignants qui sont migrants, c'est des enseignants qui sont arrivés très jeunes dans le système éducatif suisse ou alors qui sont nés en Suisse. Donc, on peut les appeler des secundos. On peut dire que, bien qu'il y en ait de plus en plus, ils ne sont pas tout à fait représentatifs de la population des élèves qui sont issus de la migration, qui est quand même très présente, puisqu'il y en a plus de 25% en moyenne dans l'école suisse. Quand on les interroge, ces enseignants, ils n'ont pas eu un cursus linéaire comme les enseignants suisses. Ils ne sont pas passés forcément par le secondaire qui est privilégié et qui amène après à une formation académique. Ils passent plutôt par des secondaires qui sont un peu moins reconnus. Mais en Suisse, c'est pas tellement un problème dans le sens qu'on a des systèmes de passerelles et qu'ils arrivent à intégrer la formation des enseignants comme les autres. Ces enseignants-là nous disent pendant leur formation, c'est-à-dire ceux qui sont issus de la diversité, qu'ils ont quand même des craintes quant à leur intégration professionnelle. Des craintes parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir trouver un travail comme les autres. Ils ont aussi peur d'avoir des problèmes avec les parents d'élèves. Vous me direz, bon, tous les enseignants ont ces craintes-là par rapport aux parents d'élèves, mais chez eux, c'est encore plus présent. Il y a aussi le fait que... en général, leur développement identitaire n'est pas forcément terminé parce ils sont très jeunes quand ils arrivent chez nous, ils ont 18 ans, 19 ans. Et en même temps, ils doivent développer aussi une culture professionnelle et c'est un peu compliqué. Donc peut-être que, effectivement, pour eux, c'est un peu plus compliqué que pour les autres. Bon, on peut continuer. Voilà. Il y a aussi un fait qui est reconnu et qui est avéré, c'est que dans notre formation d'enseignants, on ne fait pas attention on nie finalement la différence culturelle. Et vous voyez l'extrait là de cette jeune qui dit, eh bien, ils peuvent pas faire autrement que nous accepter mais en fait, on valorise ça seulement dans les cours qui sont liés aux approches interculturelles, c'est-à-dire une vingtaine d'heures dans le cursus, c'est pas grand-chose. Voilà. Alors, notre échantillon, il est basé sur une trentaine d'entretiens. Et ces entretiens, ils ont été menés dans le cadre de 2 recherches, mais avec des canevas d'entretiens qui sont assez similaires, puisque nous étions, avec Jalila Kari, Nilima, moi-même et d'autres aussi, nous étions donc dans ces 2 recherches-là, et nous étions même les initiateurs de ces recherches-là. Donc, il y a
un tiers des enseignants qui sont des hommes, 2 tiers donc des femmes, un tiers aussi des enseignants qui sont des enseignants du secondaire 1 et 2, et les autres donc sont des enseignants du primaire. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on les a interrogés après une année d'insertion générale, quelquefois un peu plus, 3 ans, mais ils sont au tout début de l'insertion professionnelle. Et aussi, c'est qu'il y a une grande différence entre les enseignants qui sont genevois et les autres. Pourquoi ? Parce que les enseignants qui sont genevois ont généralement deux nationalités, voire 3, alors que les enseignants qui sont dans les autres cantons, eh bien, sont issus d'un groupe ethnique spécifique. Voilà. Donc, on va vous parler, on a mélangé insertion et aussi stage, donc les stages pendant la formation, et on va spécifier les expériences en fonction des différentes thématiques. Là, on va commencer par l'insertion. Alors, pour la recherche d'emploi, tout d'abord, on a récolté des indices comme quoi il y a de la discrimination. Il y a de la discrimination et c'est souvent lié au nom de famille. Vous voyez l'extrait où on le dit, on lui demande mais ça vient d'où ce nom, c'est quoi ce nom et voilà. Donc, vous n'avez pas l'extrait ? C'est pas possible. Ah. Non, parce que, oui, bon, merci, mais voilà. C'est bon, vous le voyez là ? Non ? Si, c'est bon, c'est bon. Donc elle dit qu'elle a eu beaucoup de refus, etc. Quand ils trouvent un poste, et ça peut être des postes difficiles, c'est-à-dire des pourcentages qui sont disséminés sur plusieurs postes. Donc c'est une situation qui est un peu plus difficile que les autres. Il y a aussi la question de la religion, et là on a noté que c'était c'est plus difficile encore dans les cantons, donc les petits pays comme dit Margarita, qui sont très catholiques, mais en tous les cas, moi j'ai eu ce type aussi de réflexion à Genève. Donc la religion, qu'est-ce que vous allez faire de cette religion dans votre classe ? Eh bien, ça ressort aussi. Et enfin, mais c'est pas le fait d'être issu de la migration, c'est pas forcément quelque chose qui est négatif, puisque ça peut être aussi un avantage, et souvent un avantage quand il y a une proportion assez importante d'élèves d'une certaine nationalité dans une ville ou dans un village. Donc avoir la même origine, ça peut être un avantage tout à fait avéré. Dans la relation avec les élèves, les enseignants généralement disent avoir de très bonnes relations avec les élèves. Mais ils se sentent bien sûr plus proches des élèves qui sont issus de la diversité. Pourquoi ? Parce qu'ils disent, nous, on a connu, on sait ce que c'est d'être au fond de la classe et de rien comprendre. Donc, et vous voyez aussi, on a mis des extraits, voilà. Il y a aussi cette question du rôle modèle. C'est pas un rôle modèle qui est avéré, dans le sens qu'on n'a pas interrogé les élèves, mais en tout cas, ils se disent pouvoir être un modèle pour les autres élèves, un modèle de quelqu'un qui a réussi au niveau professionnel, donc c'est un exemple pour ces élèves-là. Et c'est pas seulement un exemple pour les élèves, mais c'est aussi un exemple pour les parents. C'est à toi. Donc on les a aussi interrogés sur leur façon de gérer la diversité culturelle en classe. Alors du fait de leurs expériences personnelles toujours, ils sont plus ouverts que d'autres. C'est d'ailleurs dans des recherches dans d'autres parties de la Suisse en sociale humanique, on montre bien qui comparent des enseignants, on va dire tout venant, et des enseignants issus de l'immigration. Il montre que le point où ils se différencient, c'est le fait justement d'être plus ouverts et de plus conscients des problématiques qui sont liées à la diversité et à l'hétérogénéité. Donc, comme les extraits que vous a montré Marianne tout à l'heure le montrent, il y a une certaine empathie du fait d'avoir vécu la même chose, de s'être retrouvé au fond de la classe et pas comprendre ce qu'on nous dit. Par contre, peu de recours à la pédagogie interculturelle. Ce qui ressort surtout, c'est des compétences autour des langues et de la réflexion autour des langues, éventuellement une capacité plus grande de décentration et une métacognition culturelle, particulièrement, je dirais, dans l'échantillon genevois où les enseignants nous disaient
que c'était pas tellement qu'ils avaient des affinités avec des personnes qui étaient issues du même groupe qu'eux, mais que du fait d'avoir grandi dans un milieu pluriculturel, dans des écoles pluriculturelles, et sans doute d'avoir eu des enseignants qui étaient sensibles à ces aspects-là, leur donne cette capacité de passer d'une langue à l'autre, de passer d'un code à l'autre, et que c'est ça qui était opérant dans leur pratique. Certains enseignants se posent la question, justement, s'interrogent tout en ayant de l'empathie, en utilisant parfois la langue maternelle pour faciliter le contact avec des élèves primo-arrivants, se posent souvent la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas risque de collusion, est-ce qu'il n'y a pas risque aussi d'être pris à partie par les parents, est-ce qu'il n'y a pas risque que l'élève n'apprenne pas le français si on lui parle sa langue. À l'opposé, on va trouver aussi, dans certains cas un peu plus marginaux, moins représentés, qu'on pourrait considérer comme une discrimination positive ou un rôle d'avocate. Donc, une enseignante, comme vous le voyez dans l'extrait, qui s'investit pour défendre les enfants qui sont issus de son groupe par rapport aux autres, ce qui est quand même relativement rare. L'intégration dans l'établissement scolaire, donc ils ont, comme tout enseignant qui s'insère dans un établissement, ils doivent s'acculturer. On parlait tout à l'heure du concierge. Chez nous, c'est aussi où savoir, où on trouve la clé, la photocopieuse, enfin, tous ces codes du vivre ensemble qui sont plus de l'ordre de la socialisation que de l'enseignement dans un établissement. Ils se retrouvent donc face à cette acculturation-là, mais aussi à la confrontation aux stéréotypes, dans le sens que dans la salle des maîtres, on va trouver ils vont être témoins silencieux souvent de discours à tendance discriminante face aux élèves d'origine étrangère. Comme vous le voyez dans la deuxième citation, et à des façons de faire, justement, utiliser le vouvoiement, le tutoiement. Alors déjà, je vois en recevant des étudiants du Québec qui sont surpris qu'on se vouvoie entre enseignants et étudiants, alors qu'ici c'est différent. Donc, alors on peut se le dire, et puis il y a un peu de gêne, mais ça se gère. Il y a aussi ce genre de problématique pour des gens qui viennent d'ailleurs plutôt chez des enseignants du secondaire, d'ailleurs, qui eux sont la partie de l'échantillon qui a parfois été formée à l'étranger, en tout cas pour la formation disciplinaire. Il y a des actes discriminatoires avérés. Par exemple, le cas rapporté par une enseignante qui parle d'une collègue où elle est envoyée en remplacement et au scandale, on se rend compte qu'elle est noire et il faut donc préparer l'environnement autrement. Ou je pense à des collègues de la recherche insertion qui étaient aussi formatrices en institution de formation, en haute école pédagogique, et qui disaient qu'elle avait une étudiante de couleur qui n'arrivait pas à trouver des places de stage et encore moins, une fois terminée la formation, un poste. Donc ça dépend aussi des contextes. Il y a des effets qui sont plus ou moins marqués selon les contextes. Donc les relations avec les parents, entre assignation à origine et se situer en tant que professionnels, dans le sens que ils vont se trouver pris à partie par les parents parfois. Des parents de la même origine, comme je vous l'ai dit, qui leur demandent un traitement de faveur, ou des parents du village qui, sachant qu'elle vient d'ailleurs, qu'elle a un nom, et ça se voit dans son nom, viennent contrôler qu'elle est bien comme les autres en allant regarder ce qu'elle a mis au mur de la classe, en lui posant des questions qui n'est pas le traitement que subissent les autres enseignants débutants. Donc, voilà, ça c'est ce que je vous ai déjà évoqué avec les parents de la même origine. J'étais un peu en avance sur les slides.
Le fait de... Alors là, il y a un double... Dans cet extrait-là, il y a un double mouvement. Elle est prise à partie. Elle ne veut pas être utilisée par sa communauté d'origine. En même temps, elle utilise sa connaissance de sa communauté pour situer une bonne distance professionnelle. L'appartenance religieuse est soit niée ou questionnée par l'environnement. Là, il s'agit d'une expérience de stage dans l'extrait où les élèves ou l'enseignante elle-même de confession musulmane, en stage dans une école de montagne, se rend compte que les élèves de même confession qu'elle sont envoyés à la messe comme tout le monde, alors que l'enseignante sait pertinemment qu'ils sont d'une autre confession, mais qu'on se pose même pas la question, c'est une évidence, et personne n'ose dire quelque chose. Les parents visiblement n'ont pas réagi, et les élèves non plus, et elles non plus. Parce qu'ils avaient déjà été discriminés. Oui, ils ont déjà intériorisé la discrimination. Et ce qui fait que cette étudiante-là se gardera bien de postuler pour avoir un poste dans ce genre de commune par la suite. Et pour faire le lien avec d'autres régions de Suisse, des résultats similaires pour une recherche récente menée en Suisse alémanique, qui montre que ce qu'on trouve aussi dans notre recherche, que les enseignants issus de l'immigration ont une préférence pour des établissements hétérogènes qui donc leur offrent un meilleur potentiel d'insertion, que comme on vous l'a montré pour notre recherche, ils mettent en avant l'atout de leurs compétences linguistiques comme spécifiques et aussi le questionnement autour de l'usage de la première langue. On retrouve 3 types. Alors notre échantillon se situerait plutôt dans le type du milieu, les sensibilisés, où ils sont conscients de leur appartenance plurielle comme une richesse, que ça leur donne un certain type de valeur, mais on ne voit pas forcément comment ça va se concrétiser dans leur pratique en classe. Ça une attitude, mais qui ne se concrétise pas forcément dans une pédagogie orientée selon ces valeurs-là. Les jeunes pragmatiques qu'on ne retrouve pas tellement dans notre recherche, à savoir des jeunes qui sont nés ici, ont fait toute leur scolarité ici, et qui sont dans le tout venant de la vision de l'hétérogénéité et de la diversité en classe, ont une vision plutôt déficitaire des élèves issus de la migration et ignorent le rôle social de l'enseignant. Ça fait penser à un certain nombre de présentations qui étaient faites ici. Et puis, un 3e type, les enseignants critiques qui, issus plutôt de migrations un peu plus précaires, avec des conflits identitaires, qui ont un regard critique sur toutes leurs appartenances, alors leur appartenance culturelle d'origine, mais aussi la façon dont ils s'insèrent dans la culture d'accueil, avec des valeurs professionnelles fortes qui se traduisent là très concrètement dans leur pratique. Ce qu'on voit aussi en général, c'est que ils sont sensibles aux élèves qui viennent d'ailleurs, mais ce qui prime quand même, c'est pour eux-mêmes une tendance à l'assimilation, dans le sens qu'ils vont bien, de temps en temps, avoir des relations privilégiées avec certains élèves, mais un peu par la bande, clandestinement. Et par exemple, dans la salle des maîtres, essayer d'être le plus invisible possible, à part ceux qui se situent dans le profil critique. Et qu'il y a peu, finalement, d'intégration des expériences propres dans les pratiques concrètes. Donc, en conclusion, ça demande un certain nombre plus de recherche sur d'autres aspects liés aux enseignants issus de la diversité, dans le sens qu'on a leur regard, leur perception, leur vécu, mais on n'a pas forcément un regard direct sur leur pratique en classe. Alors, il y a une thèse en cours à l'Université de Genève qui nous donnera peut-être quelques éléments là-dessus. Que le modèle culturellement approprié qu'on voit beaucoup dans la littérature américaine, finalement, est peu attesté dans les pratiques en classe. Donc, c'est des déclarations d'intention, mais on ne sait pas très bien comment ça se concrétise et ce qu'il faudrait faire pour aider à cette concrétisation. Par exemple, quel est, par rapport au potentiel de rôle modèle des enseignants issus de l'immigration, on ne sait pas très bien comment les élèves les perçoivent. Donc, ce serait intéressant de mener une recherche sur le regard des élèves.
plus de valorisation de la diversité linguistique et culturelle durant la formation des enseignants, ça me fait penser à ce que disait Marie Verhoeven ce matin par rapport à déspécialiser ou désenclaver la formation. Et de ne pas, parce que ce qu'ils mentionnent tous, c'est on parle des appartenances, on parle des expériences, on a une petite place pour nos expériences propres dans les cours d'interculturel, mais pas ailleurs. Donc ça reste un peu une parenthèse qui ne se transforme pas ensuite dans la pratique et ne sert pas non plus de ressources ou d'éléments de discussion, de débat ou de partage d'expérience avec les autres étudiants. Porter une attention particulière aux élèves étudiants qui appartiennent aux minorités visibles. Conclure. C'est la fin de la conclusion, donc ça devrait aller. Et nécessité d'aborder et de thématiser dans les établissements scolaires les conflits de valeurs, les sentiments de non-acceptation et les actes discriminatoires liés aux enseignants musulmans, mais ça peut aussi être les enseignants de couleur, enfin à tous ceux qui subissent des discriminations qu'on a un peu tendance enfin, ça a été dit ici abondamment, à mettre sous le tapis. Voilà. Merci de votre attention.